Eh bien, voici. Là, amis téléspectateurs, reviennent de suivre le point de presse du ministre Lambert Mende. La tradition voudrait. Nous passons directement à la deuxième partie de notre point de presse. Je passe la parole. Nous partons de l'autre côté, là. S'il vous plaît. Donnez le micro à CCTV. Ainsi, nous prenons une seule question à chacun, pas deux. Vous posez des questions, je demanderai au porte-parole du gouvernement de choisir une seule question. Il ne répond qu'à une seule question. Monsieur le ministre, le bilan que vous avez donné est lourd, c'est préoccupant pour la nation, surtout en ces moments où nous clôturons l'année. Une année qui a été difficile et où nous avons eu, le peuple a eu un gain d'espoir. Maintenant, par rapport au fait que vous avez présenté là, est-ce qu'on peut penser, là je suis dans une analyse de fait, est-ce qu'on peut penser que c'est le désamour entre certains acteurs politiques du Katanga et les chefs de l'État ou les pouvoirs, parce que les gourous que vous n'avez pas nommés est originaire de la même province? C'est là, à cause de cette nomination dont vous avez fait allusion, et en même temps, à cause de la possibilité de décentralisation contre laquelle certains acteurs politiques du Katanga sont opposés. Merci, monsieur le ministre. Merci. Passez le micro à RFI, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous n'avez pas voulu citer celui que vous appelez le gourou, illuminé, mais au fait, tout le monde a appris que c'était Mokungubila qui a revendiqué. Nous aimerions savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on a mis la main sur lui? Est-ce que il est parti? Il s'est évaporé? Et pourquoi s'en est-on pris à sa résidence et à la résidence de l'un de ses adeptes? Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, Amen Zimoni pour le compte de Numérica Télévision et Tropicana FM. Monsieur le ministre, j'ai suivi une interview de vous hier accordée à une consoeur, je pense que c'était une consoeur de la RTNC, où vous dites que ces assaillants étaient armés des AK-47, si je ne me trompe pas. Mais monsieur le ministre, hier à la RTNC, quand nous avons fait un tour après le fait, nous avons remarqué que ces gens avaient des armes plutôt légères. Des bâtons, des choses comme ça. Ce qui nous surprend un peu, comment des gens armés si légèrement peuvent venir et mettre à mal des services de sécurité plutôt organisés, monsieur le ministre. Merci. Nous prenons une dernière intervention pour le premier tour. Merci, monsieur le ministre. C'est Esther Abedi, Africa TV. Le résultat de l'autopsie donne à croire qu'il n'y a pas des éléments de la police ou des FARDC. Est-ce cela peut amener à enlever l'hypothèse d'une certaine complicité au niveau de la garde? Est-ce que lorsque vous dites que ce sont des récidivistes qui ont pu obtenir plusieurs fois d'amnistie, cela doit nous dire que ce sont des anciens éléments des FARDC ou de la police? Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez réagir aux premières préoccupations. Merci. À la première question sur le bilan qui est effectivement préoccupant, je l'ai dit, et qui induit, selon l'auteur de la question, une sorte de désamour entre le chef de l'État et ce que vous avez appelé des acteurs politiques du Katanga, j'ai moi de la peine à identifier l'auteur d'un tel acte comme un acteur politique. Je ne sais pas si c'est vraiment une méthode qu'on utilise en politique. Je pense alors que c'était à l'époque antédiluvienne. Ce n'est pas ce qu'on utilise en politique aujourd'hui, d'aller droguer des gens, d'aller leur raconter des histoires tirées de la Bible, leur demander d'aller tuer d'autres personnes. Est-ce que c'est ça la méthodologie en politique? Je me pose la question. De quel acteur politique s'agit-il? Quel est son rôle dans la politique de notre pays? Est-ce que parler dans les médias, annoncer qu'on est candidat à tel poste suffit à faire de quelqu'un un acteur politique? Non. Je pense que les acteurs politiques sont ceux qui participent au débat politique
là où il se déroule, dans les institutions, dans l'opposition. Et il y a des gens dont on entend parler uniquement pour diffuser des messages messianiques, des messages proches de ce que nous avons entendu chez Jim Jones, de triste mémoire aux États-Unis. Et alors, ramener le chef de l'État à cette dimension des acteurs politiques du Katanga, à ma connaissance, nous n'avons pas un président du Katanga. Joseph Kabila n'est pas président du Katanga. C'est le président de la République démocratique du Congo. Et donc, il a des partisans aussi bien au Katanga qu'ailleurs. Il a des opposants aussi bien au Katanga qu'ailleurs. J'aimerais que vous puissiez vous focaliser sur les idées, si idée il y a d'une personne qui revendique de tels actes, plutôt que de lier cela à une opinion politique qui pourrait mettre le président dans je ne sais quelle position. Vous voyez, le président est le président de tous les Congolais. Par rapport à un Congolais, qu'il soit du Katanga ou pas du Katanga, le président de la République reste le président de la République. Il n'a jamais demandé à assumer le leadership d'une partie de la République qui serait le Katanga, même si il est natif du Katanga. Donc je ne pense pas que cette réflexion mérite vraiment que l'on puisse s'y attarder. Et on n'a jamais dit qu'il y a des décisions que le président doit prendre et qui doivent être soumises à l'approbation des personnalités du Katanga. Nommer un haut fonctionnaire, ça doit être soumis à des gens de telle ou telle province? À ma connaissance, non. C'est le gouvernement qui propose. On en discute au niveau du Conseil supérieur de la défense. Si le président est d'accord, il prend un texte, l'ordonnance présidentielle, et la personne est nommée. Alors, qu'est-ce que le Katanga vient faire dans le processus de nomination d'une autorité qui est une autorité nationale? Rien du tout. La question de RFI, bon, vous avez cité le nom d'une personne dont je n'aimerais pas répéter parce que ça risque de m'écorcher la langue. Si tant est vrai qu'il a fait ce qu'il dit avoir fait. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est évident que ce monsieur, puisqu'il a lui-même revendiqué des actes aussi graves, doit pouvoir en répondre devant la justice. Mais au moment où je vous parle, il n'est pas à la disposition de la justice, parce qu'il s'est évaporé, courageusement, comme je l'ai dit. Courageusement, il s'est évaporé. Donc c'est que lui-même ne croit pas en la justesse de la cause qu'il est en train de revendiquer par des appels téléphoniques à partir de certains pays voisins ou pas très éloignés de notre pays. Voilà un homme très courageux pour lequel les jeunes gens vraiment devraient hésiter à accepter d'endosser le manteau du martyr. Il ne croit pas lui-même en la cause, il s'échappe et il fait tuer d'autres jeunes gens. Donc ce monsieur est un fugitif. Il est en fuite. Voilà la réponse que je peux vous donner. Alors, vous demandez pourquoi on s'en est pris à sa résidence ou à une résidence de ses adeptes. Je ne sais pas par quelle alchimie on pourrait s'en prendre à la résidence de quelqu'un avant qu'il n'ait été dénoncé, parce que je vous ai dit, je vous ai donné la chronologie. La RTNC a été attaquée à 8 heures du matin. Nous avons arrêté des gens. Les interrogatoires ont commencé. On a identifié les personnes qui semblaient manifestement avoir manipulé l'opération et les enquêtes ont commencé. C'est un tel, oui, il a une maison dans telle ville, les services doivent aller faire une perquisition. Le parquet signe l'ordre de réquisition, on arrive là et il commence à tirer sur les agents et il dit non, c'est parce qu'on a perquisitionné chez moi qu'on a tué à Kinshasa. Vous voyez qu'il prend les Congolais pour des canards sauvages. Ce n'est pas pour cela qu'on a perquisitionné. Ce n'est pas parce qu'on a perquisitionné qu'il a ordonné aux gens de venir attaquer la RTNC. C'est parce qu'il a attaqué la RTNC qu'en arrêtant des éléments qui attaquaient la RTNC, on a su qu'il était mêlé à cela et qu'il fallait vérifier les choses. Et en allant vérifier, il a lui-même, en quelque sorte, il est passé aux aveux en résistant aux officiels de la justice qui venaient opérer une perquisition. Donc, c'est une présentation tout à fait mensongère que de dire que les gens ont attaqué à Kinshasa parce qu'on a perquisitionné une résidence de ses adeptes ou sa résidence au Katanga. Que du contraire. C'est parce qu'on a découvert à Kinshasa qu'il était concerné qu'on est allé vérifier s'il y avait des armes chez lui à Lubumbashi et à Kolwezi. Donc voilà, la chronologie a été plus ou moins inversée par lui parce qu'il voulait peut-être se donner le beau rôle. Mais la réalité est aussi simple que cela. La troisième question sur
les armes, nous avons dit qu'ils étaient armés d'AK-47, c'est le bon vieux Kalachnikov, et vous dites non, c'est plutôt des armes légères. Je vous informe qu'un AK-47 est une arme légère. Pourquoi vous dites qu'ils avaient des armes légères et vous dites AK-47? AK-47 est une arme légère, ce n'est pas une arme lourde. Donc ils étaient armés d'AK-47, armes légères, mais aussi d'armes lourdes, comme des lance-roquettes. Nous avons trouvé cela sur eux, et celui qui est entré dans le studio pour molester les jeunes journalistes, vous avez vu le bout d'une lance-roquette, une Launcher 7. Vous avez vu ce bout-là, c'est une arme lourde. Donc il n'y avait pas que des couteaux, il y avait bien sûr des couteaux. Il y en avait qui avaient des bouts de pierre, il y en avait qui avaient des bâtons, mais il y avait des armes légères et des armes lourdes. On les a présentées à l'état-major, ces armes-là, avec beaucoup de munitions, avec des grenades lourdes, avec des grenades légères, des grenades défensives, des grenades offensives. Tout cela faisait partie de la panoplie de ces personnes qui ont agressé la ville. Donc il n'y avait pas que des bâtons. Et comment ils ont fait pour pénétrer? Nous devons répondre à cette question, puisqu'il y a un problème d'efficacité dans la sécurisation des bâtiments publics. Et donc c'est l'objet d'une enquête qui est en cours. S'il faut que des sanctions tombent, elles vont tomber. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la force publique n'a pas mis beaucoup de temps à les évacuer. À la RTNC, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont trouvés face à face avec deux éléments qui étaient sur place là-bas, les autres étant en période, je crois, de relèvement. On change la garde, et donc ils connaissaient manifestement bien ce qui se passait, et ils ont tiré à bout portant sur les deux jeunes gens, qui ne peuvent pas savoir que des civils qui arrivent sont armés. Ils ont tiré sur eux devant la surprise, ils sont entrés, mais ils n'ont pas fait plus d'une heure là-dedans. Je préfère féliciter plutôt les forces armées et vérifier cette période-là où on change de garde, ce vide-là qui a été mis à profit par ces terroristes doit disparaître dans l'emploi du temps de notre personnel de sécurité. C'est un travail que nos services de sécurité vont entreprendre. Nous avons commencé à y réfléchir depuis hier, parce qu'il y a un comité de sécurité qui siège sans discontinuer depuis que les événements ont été connus. La quatrième question d'Africa TV, c'est, selon le résultat de l'autopsie, il n'y a pas de FARDC, il n'y a pas de PNC parmi ces gens, donc pas de complicité dans nos rangs. Et vous demandez si le fait que ce sont des récidivistes, si ce sont d'anciens militaires. Non, il n'y a pas que des militaires qui sont des criminels dans ce pays. Vous savez très bien que l'état-major des renseignements militaires avait été attaqué il y a quelques mois, si pas quelques années, par un groupe ayant plus ou moins les mêmes revendications, que ces gens avaient été arrêtés, qu'ils avaient été jugés, qu'ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie. Et c'est les mêmes qu'on retrouve maintenant dans cette opération contre l'état-major général, contre la RTNC, contre l'aéroport, avec le même modus operandi. Faut-il leur faire bénéficier de la loi d'amnistie qui est en préparation? Je dis immédiatement non, au nom du gouvernement. Ils ont déjà eu à bénéficier d'une loi d'amnistie, ils n'en auront pas une autre. Parce que nous voyons venir les bonnes âmes habituelles qui vont venir dire pourquoi on a libéré un tel et pas un tel. Non, la société doit se protéger des récidivistes de cette nature. On ne peut plus continuer à jouer avec ce pays. Voilà ce que j'ai voulu dire, mais ça, je ne pense pas qu'il n'y a eu que des militaires comme criminels dans ce pays et que dès lors que nous disons récidivistes, donc c'était d'anciens militaires. Non, pas du tout. Des civils aussi commettent des crimes. Notamment celui qui revendique l'affaire ici, il n'est pas militaire. Mais voyez le crime qu'il a commis hier dans ce pays. Nous avons plus de 100 morts. Il y a peu de militaires auxquels on peut attribuer de tels effets de la part de leurs actes. Il y a un deuxième... Excellence Patrice Chitera. Dans des situations pareilles, on voit souvent des innocents qui sont aussi arrêtés. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que ces innocents-là ne soient pas
mis dans les mêmes cas que les assaillants. Mais aussi, à la RTNC, apparemment, à la veille de cet incident, il y a eu une veille de